Ce balado est un contenu publicitaire payé par Énergir. Voyons! Seigneur, il y a plus épais de poussière ici que de parmesan quand j'en mets sur mes tortellini. Je pensais pas que c'était possible. Bon, j'ai envie d'en apprendre encore plus sur notre avenir énergétique et les projets innovants qui s'en viennent au Québec. La fin de mon enquête approche à grands pas, puis j'ai l'impression que c'est ce qui me manque pour tout comprendre. Qu'est-ce que je veux faire une fois mon enquête finie? Je peux pas croire que je vais retourner enquêter pour savoir si c'est ma voisine Lucille qui vole mon basilic dans ma cour. Ça manque de mystère un peu. Honnêtement, même pas besoin d'enquêter. Je sais que c'est elle, la fatigante. Elle sent toujours le bon pesto frais. Anyway, en voulant en apprendre plus sur les nouvelles façons de consommer de l'énergie tout en décarbonant, j'ai découvert la méthode de la valorisation des rejets thermiques. Ça, si je me fie à Internet, c'est un processus qui vise à maximiser l'efficacité énergétique en réutilisant la chaleur produite dans les processus industriels ou de chauffage. Bon, c'est encore pas super clair. OK, suivez-moi là-dedans. Imaginez que vous cuisinez des pâtes dans une casserole. Puis là, l'eau que vous utilisez pour cuire les pâtes devient très chaude. Maintenant, au lieu de jeter l'eau chaude, vous pourriez utiliser cette eau chaude-là pour vous faire un bon thé. Bon, ce serait un Earl Grey qui goûte un peu l'amidon, mais vous comprenez l'image, là? Bref, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, la valorisation des rejets thermiques. Au lieu de laisser la chaleur s'échapper et se perdre, on la récupère et on l'utilise pour d'autres choses, comme chauffer des bâtiments. Au final, ça aide à économiser de l'énergie et à protéger notre planète. C'est bien beau, les explications boboches inspirées de cuisson de raviolis, mais je voulais parler à un expert pour bien comprendre le potentiel de la valorisation de rejets thermiques. C'est pour ça que je rencontre M. Stéphane Gagnon, le spécialiste en valorisation des déchets thermiques au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Je lui ai donné rendez-vous sur la plage de Verdun. Ben oui, on dit toujours que les longues marches sur la plage aident les gens à parler, à se connecter à leur intérieur. Je me suis dit que ça m'aiderait peut-être à lui faire tout déverser son information. Et qu'on est bien. Non, mais il est-tu beau, notre fleuve, M. Gagnon? Oui, c'est apaisant de regarder la nature. Oui. Écoutez, j'aimerais savoir comment ça se met en place un projet de valorisation des rejets thermiques au Québec. Bien, en fait, je dirais que la meilleure façon de l'exprimer, là, ce serait de présenter un exemple. Si on prend, je dirais que le leader de la valorisation de rejets thermiques au Québec, c'est l'incinérateur de la Ville de Québec, en fait, qu'on appelle le Centre de valorisation des déchets de la Ville de Québec. À l'époque, au milieu des années 70, plutôt que d'installer un grand centre d'enfouissement comme on a fait un peu partout et qui déborde maintenant, et puis avec tous les problèmes qu'on connaît, plutôt que d'installer simplement un incinérateur dans la Ville de Québec, bien, on a choisi d'installer un incinérateur à côté d'une papetière qui avait des grands besoins de vapeur pour ses procédés industriels, et puis d'en faire récupérer la vapeur de l'incinérateur pour les besoins de la papetière. Donc là, depuis ce temps-là, il y a énormément de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre qui ont été sauvées. Et puis, il y a même une deuxième papetière qui s'est installée depuis à proximité, qui bénéficie aussi des rejets de vapeur de l'incinérateur. La genèse, c'est que ça prend... il faut avoir un besoin thermique et un rejet thermique, puis de faire connecter les deux ensemble. À la blague, je dis souvent que je fais du Tinder énergétique. Donc, je mets en contact, je mets en relation des organisations qui ont des rejets thermiques et des organisations qui ont des besoins thermiques pour pouvoir leur permettre de développer un projet de synergie industrielle qui va répondre aux besoins des deux. Mais ça peut aussi être une tierce partie. Ça peut être une tierce partie comme une municipalité ou comme une entreprise privée, par exemple.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'aides financières du gouvernement là, pour alléger les coûts de mise en place des infrastructures de ce genre-là? C'est effectivement des projets très coûteux, mais on a un généreux programme d'aide financière qui a été mis en place en mars 2023. Donc, on finance tout d'abord l'étude de faisabilité, là, qui est une pièce très importante là, pour un projet de valorisation de rejet thermique, donc jusqu'à 75 d'aide financière, jusqu'à 150 000 $ Et ensuite, l'implantation, là, pour la mise en place d'un tel projet, on offre 75 d'aide financière jusqu'à 40 millions de dollars. Donc, on met le paquet parce on sait qu'il y a un potentiel très important d'énergie qu'on peut aller récupérer, qui n'aura pas d'impact sur le réseau électrique d'Hydro-Québec et puis qui va permettre de décarboner tout le Québec. Ils vendent beaucoup. Hein? Est-ce que le vent m'a décoiffé un peu ou je suis correct? Ça va, ça va. Ça va. Moi, dans le cadre de mon enquête, M. Gagnon, je suis à la recherche d'exemples. Est-ce qu'il existe des projets novateurs, prometteurs en valorisation des rejets thermiques? Donnez-nous de l'espoir un peu. À Gatineau, il y a le projet Zibi, qui est un développement résidentiel, commercial, institutionnel, qui va être chauffé par les rejets thermiques de la papetière Kruger. Et sur la rive sud de Québec, à Lévis, il y a un énorme centre de traitement de données, de Qscale, qui a annoncé qu'il souhaitait offrir ces rejets de chaleur pour des serres qui pourraient s'installer à proximité. Il y a des projets comme Serre Toundra à Saint-Félicien, qui est un projet de serre qui s'est installé à côté d'une papetière de produits forestiers résolus et puis qui récupère ces rejets de chaleur pour l'énorme besoin de chaleur du grand parc de serre qu'il y a. Puis aujourd'hui, on peut avoir accès à ces concombres-là un peu partout dans les épiceries. Wow! Donc, c'est des projets qui démontrent que le Québec peut produire de l'énergie autrement. Ça donne espoir. C'est ce que je voulais, M. Gagnon. J'ai éclairé votre journée. Mais là, il y a trop de vent. Je pense qu'on va faire un petit bout, là. Oui, c'est ça, la prochaine. Ça fait du bien, une bonne douche. J'avais pas le choix, hein? Il fallait que je déloge tout le sable que j'avais pogné dans le fond de la tête. OK. Bon. En me replongeant dans mon enquête, j'ai découvert qu'Énergir s'était allié à une compagnie appelée Boralex qui fait des projets éoliens. Ben oui. J'ai donc fait mes recherches pour découvrir que Boralex et Énergir ont bel et bien signé une entente pour développer ensemble des projets d'énergie éolienne pour accélérer la transition énergétique. Pour mieux comprendre le grand virage qui nous attend tous en matière d'énergie, j'ai décidé de rencontrer Lauriane Derry, chef Affaires publiques et communications chez Boralex. Je l'ai invitée à venir prendre un café chez moi parce qu'on est vendredi, puis même les enquêteurs ont le droit à une petite journée de télétravail en jogging. Mais là, pas le choix. Je dois absolument faire du ménage avant qu'elle arrive. Bonjour, Madame Derry, bienvenue chez moi. Bonjour, Tammy. En ce moment, au Québec, combien de mégawatts d'énergie les projets éoliens réussissent à produire? En ce moment, au Québec, il y a environ 4000 mégawatts d'énergie éolienne installée un peu partout à travers la province. On a la chance au Québec d'avoir une ressource de vent qui est excellente et c'est bien de voir là, que les gouvernements qui nous ont précédés ont pris la décision là, de développer l'énergie éolienne pour qu'on puisse compter sur cette énergie-là aujourd'hui. Est-ce que ce nombre de mégawatts-là remplit les cibles que le gouvernement puis Hydro-Québec se sont données? En fait, les 4000 mégawatts qui sont déjà existants ont été développés dans le cadre de la stratégie énergétique 2006-2015 qui avait été élaborée par les gouvernements à l'époque. Mais aujourd'hui, les besoins sont beaucoup plus grands. Donc, Hydro-Québec a annoncé il y a quelques mois son nouveau plan d'action qui prévoit ajouter 10 000 mégawatts d'énergie éolienne d'ici 2035. Là, je veux qu'on parle de projets. Il y a notamment la seigneurie de Beaupré dont j'ai entendu parler. C'est quoi la place de ce projet-là dans le développement de la filière éolienne au Québec? Donc, la seigneurie de Beaupré, c'est un des premiers projets que Boralex a développé aux côtés d'Énergir. C'est 4 projets d'énergie éolienne qui sont situés, les 4, sur le territoire de la seigneurie de Beaupré, dans la MRC de la Côte-de-Beaupré, pour une production de 364 mégawatts. Okay. Mais aujourd'hui, on développe 3 nouveaux projets qui s'appellent les projets des Neiges, toujours sur le territoire de la seigneurie de Beaupré, dans l'objectif, justement, de répondre à une partie des besoins qui sont annoncés. OK. Là, vous me le dites, je suis trop curieuse, mais j'aimerais ça entendre parler de d'autres projets qui sont développés dans d'autres municipalités aussi.
Oui, donc Boralex, nous, au Québec, on a 13 parcs éoliens un peu partout dans la province et on développe aussi des nouveaux projets. On vient d'ailleurs tout juste d'apprendre la bonne nouvelle là, il y a quelques semaines qu'on a gagné 2 projets dans le dernier appel d'offres d'Hydro-Québec. Il s'agit des projets Arthabasca et Mont-Noir qui sont développés en collaboration avec les communautés d'accueil. On a aussi le projet éolien Apuiat sur la Côte-Nord qui est en cours de construction et qui, lui, est réalisé en collaboration avec la nation Innu, donc 8 communautés Innu sur le territoire là, de la communauté de Uashat-Makmaliotenam, près de Port-Cartier, là, sur la Côte-Nord. Et que j'aime ça entendre parler de ces projets-là. On dirait que ça donne envie de croire que la décarbonation est possible. Puis laissez-moi vous dire que dans un acrostiche, on m'attribue rarement le mot optimiste. Hein? Alors, bon, excusez-moi, c'est pas que je veux vous mettre à la porte, Madame Derry, puis c'est juste que j'ai une enquête à finir, puis j'ai un souper fondu dans comme 1 heure, fait qu'il faut que je m'y mette. Hein? Ça prend quand même assez de temps pour couper le petit fromage en petits cubes. Si vous avez besoin d'aide, ça me ferait plaisir de vous aider. Ah ouais, pour vrai? Ben, garde, on pourrait continuer à jaser. Ah, ben je dis oui! Bon, on est de retour là où tout a commencé. Mon bureau au sous-sol, avec un problème d'humidité. Un problème d'humidité ici, là. Ah, va falloir que je règle ça. Pour clore une bonne fois pour toutes mon enquête, je dois me rappeler pourquoi j'ai commencé à faire tout ça à la base. C'est en grande partie à cause de mes questionnements, à savoir si malgré la popularité du réseau d'hydroélectricité au Québec, on avait quand même besoin du réseau de gaz naturel. Je vais pas vous faire languir. C'est clair que la réponse est oui. Tous les experts avec qui j'ai parlé me l'ont confirmé. Oui, l'hydroélectricité, c'est bien, mais si on veut vraiment préparer un avenir plus durable, on n'a pas le choix de se tourner vers tout plein d'autres solutions comme la biénergie, électricité, gaz naturel, pour chauffer les bâtiments en réduisant leur émission de GES, tout en atténuant les pointes de consommation du réseau d'Hydro-Québec. On a aussi l'option des usines de biométhanisation, soit le processus de faire du gaz naturel renouvelable grâce à la dégradation des matières organiques. Ça fait déjà partie de la réalité de bien des pays et au Québec, on commence à en voir de plus en plus. Puis bien sûr, les boucles énergétiques qui valorisent des rejets thermiques et l'énergie éolienne dont on vient de parler. On a du choix, pareil. Hey, j'ai assez hâte de dire ça à ma chum sceptique Nathalie. Dindin, Nat. Mieux de m'offrir un maudit bon rosé. Fait que c'est ça. Je me replonge dans ma retraite d'enquêtrice du dimanche. Ça me fera pas de tort. Ouais. Je commence à avoir les poumons maganés à force de respirer toute la poussière là, qui a accumulé dans mon bureau au sous-sol. Ouais. Ah ouais. C'en est passé des choses ici, hein. Bye, cher sous-sol. Je pense que je vais aller planter du basilic dans ma cour, moi. Ouais.